Attention, on va passer au groupe D, hein, et ça tombe bien parce que Rodolphe est avec nous, Greg qui parle un petit peu argentine souvent est avec nous. Le groupe D de l'Argentine, de la Croatie, de l'Islande et du Nigeria, on l'a dit mais je vais le redire, dans ce groupe, ce qui nous intéresse à lucarne opposée, c'est donc l'Argentine et le Nigeria. Pour la Croatie et l'Islande, je vous renverrai donc Scandinave, l'Islande vers Nordisk et Croatie, pays balkanique, vers l'excellent aussi, le frangin lucarne opposée, qui sont donc les indépendantistes, les indépendants de Football Ski, pardon, le site Football Ski qui traite très bien du football de l'Est. L'Argentine, l'Argentine a-t-il touché le jackpot? Je ne le pense pas, c'est quand même un groupe très compliqué que se tape l'Argentine. Qu'en pensez-vous? Ouais, clairement, groupe difficile. Et je viens d'écouter Sampaoli juste après le tirage et il disait que si l'Argentine veut passer ce groupe-là, faudra qu'ils améliorent leur niveau comparé à ce qu'ils ont fait jusque-là. Donc il a conscience que ça va être compliqué si l'Argentine joue comme elle a joué jusqu'à la fin des zones de sa zone de qualification, tout simplement. Et est-ce qu'on peut se permettre d'être optimiste pour cette Argentine qui a extrêmement galéré lors des phases de poule? Bah après, comme l'a dit Nico avant, c'est une autre compétition qui va commencer, c'est la Coupe du Monde. Donc, premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, ça reste l'Argentine. Il y a quand même un vivier de joueurs, notamment au milieu et devant, qui est quand même important. Donc, on sait que dans le foot, tout va très vite. Donc, tu peux très bien faire une qualif qui est dégueulasse et qui se joue à la dernière journée. Et ce genre de choses. Et puis après, il y a une nouvelle compétition qui va commencer. Il y a encore quelques mois qui vont passer. Il y a peut-être des joueurs qui vont élever leur niveau de jeu et ça va peut-être enfin se mettre en place. Mais je pense que ça reste quand même l'Argentine, quoi qu'on en dise. Donc, je pense qu'ils passeront quand même ce groupe. Le souci, c'est on est d'accord sur le principe de dire que c'est clairement une autre compétition. Les éliminatoires sud-américains sont une compétition. Une fois qu'elle est finie, on passe vraiment à autre chose. On est d'accord là-dessus. Sauf que l'Argentine n'a jamais galéré à ce point-là pour se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc, elle n'a pas de certitude. Alors, c'est le problème de l'Argentine. On en parle. Ceux qui ont lu et liront le mag de Hello verront ce qu'en pense Omar da Fonseca. On s'est rejoint sur ce point-là. Je parlais tout à l'heure de l'humilité, de la grande capacité à être humble pour le Pérou, qui ne se voit pas plus beau qu'il n'est. L'Argentine se voit toujours plus belle qu'elle ne l'est. Et vraiment, au point qu'elle n'était pas encore qualifiée pour la Coupe du Monde, qu'il se voyait déjà champion du monde. Bon, après, c'est les Argentins, on les aime aussi pour ça. Le souci de l'Argentine, c'est que, il faut quand même le dire, c'est un chantier. C'est un vrai chantier. Il y a des choses, on ne sait pas où ils veulent aller. Alors, indépendamment du fait qu'on ne sait pas ce que Sampa veut mettre en place, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'association avec Messi, qui est le problème récurrent en Argentine. On a vu Dybala, il y a récemment, qui s'est exprimé, qui a dit que le souci, c'est que Messi jouait à sa place, enfin, qu'ils jouaient tous les deux dans la même position. Il y a un article sur Olé il y a quelques jours a expliqué que le seul joueur hyper complémentaire avec Messi en Argentine, c'était Di Maria. On parle quand même d'un mec qui ne joue même plus au PSG, et on parle de Di Maria. Voilà, il y a des choses très très inquiétantes que l'Argentine ne veut pas voir, n'analyse pas. Rodolphe, tu parlais du vivier, sauf que le vivier, c'est uniquement des générations spontanées. On parlait tout à l'heure de l'Iran, du travail sur le long terme. On parlait du Pérou, du travail de Gareca sur le long terme. PM parlait du travail qu'est en train de mener Hervé Renard avec le Maroc. L'Argentine ne mène aucun travail avec sa sélection A ou avec ses sélections de jeunes. Alors oui, c'est l'Argentine. Rien que par leur statut, normalement, ils doivent se qualifier. Ils doivent. En 2002, ils devaient aller loin aussi. En 2002, une équipe qui était entraînée par un certain Marcelo Bielsa, une équipe qui avait en pointe un certain Gabriel Batistuta, et on pourrait dire un certain pour plein de joueurs de 2002, tant cette équipe était monstrueuse. Eh bien, on a dit, je viens de citer Marcelo Bielsa. Il y en a un qui doit avoir des frissons. Grégory Chaboch, qu'est-ce que tu penses de ce tirage pour l'Argentine? Alors déjà, c'est Marcelo Bielsa. Oui, Non, c'est mais mon côté brésilien, c'est parce que j'habite au Brésil, Marcelo. Vas-y. ouais, je sais bien. Écoute, ça me paraît être le groupe le plus difficile. On utilise beaucoup le terme, l'expression groupe de la mort. Je pense que s'il y en a bien un, c'est celui-là. Compliqué quand même, compliqué pour l'Argentine. Et puis effectivement, comme l'a dit Nico, vu ce qu'on a vu les qualifs, c'est sûr que ça va être compliqué. Après, je crois en Sampaoli et au fait que Sampaoli arrive à trouver à résoudre surtout les problèmes qu'il y a actuellement en sélection. Après, quand Nico dit Icardi a dit de Messi qui jouait sa place, ouais, c'est peut-être plus un problème pour Icardi que pour Messi, parce que bon, on sait que Messi va pas
Voilà, Dybala, pas quitter le terrain non plus. Dybala, pardon. Voilà, après franchement, sur l'Argentine, je suis assez confiant quand même. Ça me paraît quand même si c'est un groupe très équilibré, ça reste pour moi le favori de ce groupe quand même. Très bien, très bien, très bien. Et oui, bah moi, si je peux donner mon avis un petit peu du côté latino. En effet, l'Argentine reste potentiellement, en tout cas, favori de ce groupe. Quoique, enfin voilà, il y a la Croatie. La Croatie est un sacré, sacré client. Sûrement l'équipe la plus joueuse de l'Euro 2016, qui n'était qu'il il n'y a Attention à l'Islande. Hein. qu'il n'y a que 2 ans. L'Islande est un sacré collectif. Voilà. Et Non, attention mais à l'Islande en termes de. attention surtout au Nigeria. Et Et là, je attention, pense que j'allais le dire, attention, Nigeria, PM on peut voit. parler. Pour moi, le Nigeria, c'est pas Très le costaud. favori du groupe, mais pas loin, quoi. C'est vrai que le Nigeria, PM, tu nous en parlais. Bah, ma foi, passons de l'Argentine au Nigeria. Nigeria, bah, tu l'as dit, Nico, et PM, je pense que tu vas être d'accord. Le Nigeria qui arrive un petit peu discrètement, qui avance caché, mais qui a un groupe entraîné par un ancien de Ligue 1, Gernot Rohr, qui a un groupe extrêmement rodé. Qu'est-ce que tu penses de ce Nigeria dans ce groupe-là? Ouais, bah, je pense que le Nigeria a complètement sa chance, même contre l'Argentine, hein, parce que le dernier match qu'ils ont joué en Russie, c'est 4-2 pour le Nigeria, même si je crois qu'ils sont menés au score peut-être 2-0 ou 2-1. Mais surtout, le Nigeria, les points forts du Nigeria sont sur les points faibles de l'Argentine, parce que bon, c'est vous les experts, c'est vous les spécialistes de l'Albi Céleste, mais je crois que leur plus grande carence sont au niveau des latéraux. La plus grande force du Nigeria, c'est au niveau de ses ailiers. Donc, ça risque d'être un combat acharné entre les points forts d'une équipe sur les points faibles de l'autre. Contre l'Islande, logiquement, le Nigeria devrait pouvoir s'en sortir, même si j'ai pu voir l'Islande à l'Euro. C'est quand même une équipe qui joue avec beaucoup de caractère et de solidarité. Mais bon, normalement, sur 90 minutes, le Nigeria devrait être capable de pouvoir les battre. Après, la Croatie, je pense que le jeu des Croates peut emmerder un petit peu les Nigérians. Pour moi, ça risque même d'être leur match le plus compliqué de la poule. Surtout que c'est le match d'ouverture. Donc voilà. Sinon, pour revenir sur ce groupe nigérian, c'est clair que Gernot Rohr fait du super boulot. Il est là depuis 2 ans déjà, enfin 1 an et demi. Il sera là depuis 2 ans au moment de la Coupe du Monde. Il a déjà été prolongé pour les 2 prochaines années. Donc lui, il est serein mentalement. Il est dans les meilleures conditions pour aborder le mondial. Ils ont déjà réglé le problème des primes, puisque en marge du match amical contre l'Argentine, ils ont pu régler tout ça et se mettre d'accord entre le sélectionneur, le coach, la fédération, le ministère des Sports, enfin tous les partis étaient représentés pour que justement le Nigeria puisse aborder la Coupe du Monde dans les meilleures conditions. Et je pense que ce groupe D leur sauve un petit peu ils étaient chapeau 4, donc ils pouvaient s'attendre au pire et finalement ils s'en sortent pas trop mal, même si encore une fois ça va pas être facile parce que ce soit la Croatie et l'Argentine, c'est quand même des top nations du football mondial. Mais bon, voilà, les Nigériens, je pense, ont quand même toutes leurs chances. Et puis ils ont quand même des joueurs qui sont sacrément bons, qu'on risque qu'on risque de beaucoup attendre pendant cette Coupe du Monde. Je pense à Alexis Iwobi, à Kelechi Iheanacho. Il y a aussi Mikel Obi qui va être en grande forme. Et puis vous risquez d'être surpris par la défense nigériane. Ils ont 2 colosses d'1m90 qui bouchent l'axe et les Argentins, notamment Messi, risquent de se casser les dents sur eux pendant un long moment. Laurent Blanc, like that, j'ai envie de dire, à propos de tes 2 défenseurs africains d'1m90, Laurent Blanc et Willy Sagnol approuvent ce message. Pierre-Marie, du second degré, bien entendu. Dis-nous. Une précision. Une question pour Pierre-Marie. Oui, Pierre-Marie, une précision sur l'Argentine. Les carences, elles sont pas que au niveau des latéraux. J'ai envie de te dire, j'exagère à peine si je te dis que les carences de l'Argentine, c'est les 10 joueurs à côté de Messi. L'Argentine au milieu, ils ont pris des fois des vagues et des vagues. La défense, donc tu as pointé les latéraux. On va voir la défense centrale, dans quel état ils vont arriver, qui va être là. Otamendi. Alors Otamendi, est-ce qu'avec City, s'il fait une saison pleine et qu'il joue tous les matchs, il va arriver, il va être un peu cramé le garçon. Ouais, j'ai envie de te dire que les carences de l'Argentine, c'est pas que les latéraux, vraiment. Ouais, Non, comme et puis Pierre- pardon, Ouais, non, non, mais quoi, le souci aussi pour l'Argentine, 2 secondes là-dessus, c'est qu'on parlait de l'Australie tout à l'heure avec Postecoglou qui avait voulu mettre en place un style de jeu qui ne correspondait pas forcément avec des joueurs qu'il avait à disposition, même si ça fonctionnait par moment. Pareil, hein, il va mettre en place un système de jeu, mais il ne met pas les joueurs qui vont avec ce système. Donc voilà. Très bien, Bah ma ouais, mission. c'est ça. On- Si tu on mets va- Acuna latéral.
Alors qu'à côté de ça, le Nigeria, par contre, ils sont tous vraiment dans la même longueur d'onde. Gernot Rohr a réussi à souder un groupe. Il a joué les qualifications avec un effectif un peu restreint. Ça dépasse pas 35 joueurs sur toute la phase de qualification qui s'est jouée sur plus d'1 an. Donc c'est quand même signe qu'il a commencé à trouver son effectif et sincèrement, il va arriver en Russie avec beaucoup de certitude, alors qu'au contraire, l'Argentine risque d'arriver avec beaucoup de doutes et de craintes. Tout à fait, et d'ailleurs c'est ce qu'on met en garde tout le monde depuis le début quand on a parlé de l'Égypte, de l'Iran, du Maroc, du Pérou et maintenant du Nigeria, et on pourrait même le dire, même si c'est pas notre domaine, on sait que l'Islande est dans ce genre, évolue dans ce genre de cadre. Attention pour les grosses nations, en tout cas on le dit, on les met en garde les grosses nations comme l'Argentine, attention aux projets de longue date et aux gros collectifs, ce qui est le cas par exemple du Nigeria. Messieurs, on va passer au groupe E. Voilà, pour terminer, dernier mot sur ce groupe D. Donc, on l'a dit, un groupe très, très, très costaud. Et voilà, là où l'Argentine, qui est un historique favori, est loin d'être le véritable favori de ce groupe qui est composé donc des Argentins, Croates, de l'Islande et du Nigeria. Un dernier mot. Est-ce que déjà l'ordre des matchs, parce que je pense que si l'Argentine-Nigeria se joue en Argentine-Croatie, logiquement, puisque c'est premier contre deuxième. Donc Argentine-Croatie, Islande-Nigeria. Et pour ceux d'après, je l'ignore. Ouais, parce que j'ai vu que le Portugal joue le Maroc dans le troisième match. Donc là, on va avoir la finale. Argentine-Nigeria, dernier match. Ouais, Argentine-Nigeria, voilà. Ça risque d'être une finale et peut-être que, probablement, un des deux va passer à la trappe. Ouais, le premier match de l'Argentine contre l'Islande. Ouais, Argentine-Islande, Argentine-Croatie, Argentine-Nigeria. Voilà pour l'ordre. De toute façon, ce groupe est costaud. Je crois qu'on a fait le tour et je crois que ce groupe-là, on pourrait le retourner dans tous les sens. Il y a 4 équipes de la mort. Très costauds. Ouais, franchement, je pense qu'il est probable que le vrai groupe de la mort soit là. Et ma foi, on va passer au groupe E, qui est pas mal non plus. Enfin, pas mal non plus. Il y en a un qui est quand même vraiment au-dessus des autres, actuellement en tout cas, et puis même potentiellement. Le Costa Rica. Oui, voilà, le Costa Rica, qui est donc le groupe du Brésil. Le Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie. Brésil, voilà, le Brésil qui marche sur l'eau actuellement avec Tite. Le Brésil qui a Neymar, le Brésil qui a Willian, le Brésil qui a Coutinho, qui a Marquinhos, qui a Marcel, on va pas tous les faire, voilà, c'est un des favoris, voilà, un des 4 favoris pour au moins le quatuor de tête de ce mondial russe. Marcelin, a priori, il n'y a pas de piège pour ces Brésiliens. Normalement, non, c'est vrai que, à part le Brésil, le groupe est, je trouve, vraiment équilibré que Suisse, Costa Rica, Serbie. Donc, à part le Brésil, pour le Brésil, il n'y a pas de piège. Donc, le Brésil est son propre ennemi. C'est ce que tu veux dire ou c'était... Non plus, non. Je pense que ça va faire 3 matchs intéressants avec des équipes qui jouent un foot un peu différent. Mais oui, normalement, ça doit prendre la première place sans trop de soucis. Mais ça peut faire des confrontations intéressantes quand même dès le premier tour. Pour toi, le principal adversaire des Brésiliens pour... je sais, c'est difficile toujours de s'avancer comme ça, mais on va le dire clairement, le Brésil joue la première place. Il y a pas, voilà, s'ils ont pas la première place, s'ils ne jouent pas la première place dans ce groupe-là, comme le disait Jérôme pour l'Uruguay, à quoi bon aller de l'avant? C'est pas tant que les équipes en dessous soient faibles, mais c'est plutôt que le Brésil est fort. Quel serait pour toi le principal adversaire de ces Brésiliens pour la première place? J'aurais vraiment du mal à dégager une équipe parmi les 3, surtout 6 mois avant le début de la Coupe du Monde. Je pense, pour la deuxième place, ça semble quand même assez ouvert. D'accord. Et je me mouille pas. Tu te mouilles pas, ouais. Mais ma foi, tu as raison. Hein, tu l'as précisé. À 6 mois du mondial, c'est assez compliqué, surtout que derrière, c'est assez homogène. Alors voilà, comme on l'a dit, le lucarne opposé traite des équipes lucarne opposée. Le Brésil en est une, le Costa Rica en est une, mais la Suisse et la Serbie n'en sont pas. La Suisse, je vous renvoie vers tous les médias mainstream qui traiteront de la Suisse. J'avoue que pour le coup, cette fois, je ne connais pas d'indépendants qui traitent là. Peut-être tout le monde s'en fout. Peut-être que tout le monde s'en fout pourra vous dire quelque chose d'intéressant sur la Suisse. Et la Serbie est-elle dans le giron de football ski? En revanche, le Costa Rica, c'est du lucarne opposé et c'est du chamois Ticos, du Ticos isérois de Grégory Chaboch.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce tirage, mon Greg, pour les Costariciens? Bah, c'est ouvert. C'est ouvert. Clairement, c'est ouvert pour le Costa Rica. Ça va pas être facile, hein. Clairement, c'est pas facile. D'ailleurs, le calendrier est important. Donc, le premier match sera contre la Serbie, ensuite contre le Brésil, et ils finiront donc dernier match. Alors, attendez, c'était Serbie, Brésil et Suisse. Bon, bah, potentiellement, tu peux jouer peut-être ta place de qualification pour les huitièmes face à la Suisse lors du dernier match. Je pense que contre le Brésil, bon, il devrait normalement pas trop y avoir de rivalité puisque le Brésil est largement, je pense, supérieur au Costa Rica. Ensuite, face à la Serbie pour le premier match, je pense que c'est quand même très ouvert. Le Costa Rica, c'est quand même on le dit pas souvent, mais c'est une bonne équipe de contre. C'est un groupe qui vit bien ensemble depuis 2014. Même un peu avant. C'est un groupe très soudé et je pense honnêtement que ce groupe, encore une fois, peut faire huitième de finale. Peut-être pas quart de finale non plus comme la dernière fois, mais en tout cas, ils peuvent passer ce premier tour. La Serbie, c'est pas non plus un ogre. La Suisse non plus. Bon, il y a que le Brésil qui est vraiment, qui me semble vraiment très, très, très fort. Et le Costa Rica peut quand même faire des surprises. Alors, est-ce qu'ils feront un miracle de là à approcher le Brésil? Ça reste à voir. Mais je pense que la qualification, en tout cas, est largement possible. Ça, c'est sûr. Ouah, Greg, franchement, Pierre, tu avais deux questions sur le Brésil. deux questions sur le Brésil et je vais répondre à Greg d'abord. Du coup, sur le Costa Rica, moi, Greg, je relativise quand même au vu de ce que montre le Costa Rica depuis quelques semaines. Franchement, les voir comme favoris, comme ouverts, c'est compliqué. Franchement, je les vois aujourd'hui en dessous de la Suisse et de la Serbie, franchement. Enfin, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir le match, notamment contre les États-Unis, qui pour moi sont le match référence de ces 2 dernières années. Vraiment, c'est un match comme on les aime, quoi. Le Costa Rica prend pas le jeu en main. C'est un jeu de contre très abouti avec les 5 défenseurs, hein, le 5-3-2, on le connaît. Et vraiment, pour moi, c'est une composition de groupe vraiment qui est parfait pour le Costa Rica, tout simplement parce que ils n'auront pas à faire le jeu. On sait que la Serbie ou la Suisse vont partir pour faire le jeu. Et le Costa Rica adore ça, pareil pour le Brésil d'ailleurs. C'est pas un groupe, tu vois, où le Costa Rica aurait pris une équipe vraiment en Championnat 4 par exemple très faible, où elle aurait été obligée de faire le jeu. Là, elle aurait pu perdre des points. Là, elle est clairement face à 3 équipes qui vont devoir faire le jeu, qui sont des équipes quand même qui ont du ballon. Et face à ce genre d'équipe, eh ben, le Costa Rica pour moi peut s'amuser. Après, je te dis pas qu'ils sont favoris pour être deuxième. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que par rapport à ce qu'ils auraient pu prendre. Et par rapport notamment à 2014 où ils se qualifient, et je rappelle 2014, quand même le groupe c'est Angleterre, Italie. Non mais c'est sûr, c'est plus ouvert que 2014. Oui, non, mais le souci, tu l'as dit, c'est bien pour eux parce qu'ils n'auront pas à faire le jeu, même si je suis pas convaincu. Ouais, s'ils remarquent même face à la Serbie, que je connais peu, mais je pense que la Serbie prendra le jeu à son compte. Le fait que c'est très bien pour eux qu'ils n'aient pas à faire le jeu. Tu citais le match des États-Unis qui est effectivement leur match référence. Le problème, c'est que c'est leur match référence en 2 ans. Il n'y a rien eu. On les a attendus à la dernière World Cup, ils étaient favoris. On n'a rien eu. Il n'y a rien du tout. Au niveau du Costa Rica, t'es gentil avec le 5-3-2, c'est plus un 5-4-1 avec 5-4-3,5-1 parce que Brian Ruiz, on ne sait pas trop où il est placé sur le terrain. Ouais, j'avais eu 2, c'est pour ça. D'ailleurs, par moment, il sait pas trop où il va. Mais voilà, le système ultra défensif d'Oscar Ramirez, tu peux demander à Marcelin et à Simon, le Brésil, ils s'en prennent tout à chaque match. Des mecs qui bétonnent, qui garent le bus, parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Le Costa Rica va garer le bus face au Brésil. Clairement. Et demande à Marcelin. Clairement. Ceux qui viennent garer le bus face au Brésil, ils partent avec des baloches. Hein. Moi, je ne viendrai pas te contredire. Juste parce que je sais que Marcelin a des impératifs derrière. Pierre, tu avais 2 questions sur le Brésil. Sur le Brésil, c'est 2 questions sur des joueurs qui peuvent être potentiellement appelés. Le premier, c'est celui qui vient de gagner la Libertadores et qui a vraiment éclaboussé la compétition de son talent. Est-ce que Luan, il a une carte à jouer pour être dans les 23 ou il y a trop de monde devant lui, il y a trop de concurrence? Marcelin, je t'en prie, je dirais un mot aussi. Je pense qu'il a une chance. Hein. Il avait gagné les Jeux Olympiques en 2016, et donc pas forcément titulaire, parce qu'il y a déjà le trio d'attaque qui est défini. Mais dans les 23, ça me semble tout à fait possible, surtout s'il confirme ce qu'il a montré en Copa Libertadores, avec sûrement, je pense, au prochain mercato. Donc oui, je pense qu'il y a de bonnes chances d'y être.
Simon, t'es d'accord? Mon micro était mon micro était coupé. Oui, je suis totalement d'accord pour deux raisons. Enfin, là, tout simplement la raison, la plus grosse raison qui fait que Louan a sa carte à jouer pour être dans les 23 brésiliens, c'est tout simplement son talent. C'est que voilà, en termes d'attaquants, de joueurs offensifs, aujourd'hui, est-ce que Louan est moins fort ou serait moins utile à la sélection que Firmino ou je sais pas d'autres, voilà, titulaire je sais pas, mais en tout cas voilà, le fait qu'il soit appelé dans les 23, j'en doute assez peu. Faut voir un petit peu les mois qui vont suivre et son transfert cet hiver. Je crois pas me tromper, c'est le Lokomotiv, hein, Marcelin. C'est le CSK ou le Lokomotiv? Aussi, ouais. C'est le Lokomotiv, il part au Loko Moscou. Donc oui, franchement, j'en doute pas. Il a, voilà, c'est dans ses mains. On va dire, en tout cas, c'est dans ses mains. Il a le talent pour y aller. Il a pour l'instant, il fait les performances pour y aller. Et puis il sera en Russie déjà. Hein. Il sera en Russie. Déjà, c'est pas non plus. Il sera en Russie, oui, tout à fait. Il sera déjà en Russie, donc il aura même pas à prendre l'avion. Et l'autre question, Spartak, Simon, en fait. si tu me le permets, c'est sur un joueur qu'on connaît bien, qui est arrivé en Ligue 1 cet été. C'est est-ce qu'on en parle ou pas de Luis Gustavo? Il a déjà été en sélection. Alors est-ce que Tite regarde ce qu'il fait en Ligue 1 ou est-ce que pour lui c'est mort, c'est cramé? Je t'en prie, Marcelin. Je sais pas. Bon, il y a déjà Casemiro qui est titulaire. Après, il y a beaucoup de monde au milieu. Du coup, c'est vrai qu'il n'a pas été appelé depuis un moment, si je me trompe pas. Mais c'est vrai qu'il fait plutôt une bonne saison avec Marseille, donc pourquoi pas également dans le groupe. Mais là, c'est sûr qu'il y a moins de probabilités quand même. C'est blindé quand même le milieu au Brésil. Ouais. Après, il a un profil quand même qui est vraiment de milieu défensif quoi. Il a un profil à être. Il le montre avec Marseille. Hein, c'est l'équilibre de l'équipe et donc il a vraiment un profil de bon milieu défensif quoi. Et je sais pas si le Brésil a ça à part Casemiro et je sais pas s'ils ont. Arthur. Exactement. Et voilà, Nicolas, tu me coupes, tu m'enlèves le nom de la langue, tu me coupes. Ouais, par rapport à Arthur. Voilà, Luis Gustavo a déjà joué une certaine carte au Brésil. Mine de rien, je vais aussi te rappeler que Luis Gustavo était sur le terrain en 2014 et que tu peux le voir avec David Luiz, avec Thiago Silva, avec Fred. Il y a certains cadres de 2014 qui payent encore cette Coupe du Monde. Franchement, j'ai tendance à penser que Luis Gustavo en paye encore un petit peu les frais. Après, c'est comme Louan, c'est-à-dire que Luis Gustavo, il était aussi tricard ces derniers temps parce qu'il était en méforme. Il n'avait pas fait il avait fait une saison moyenne l'an passé avec Wolfsburg, je crois. Voilà, là, il revient un petit peu sur le devant de la scène. Mais, comme on l'a dit, il y a du Casemiro, il y a Arthur qui casse la baraque avec Grêmio et qui part à... non, c'est Guillermo Arana qui part à Séville, pardon. Mais Arthur, qui à mon avis va plier bagage dans pas longtemps, ça m'étonnerait pas. Voilà, le Barça est dessus, je crois. Tu avais dit, Nicolas, il me semble que tu as vu ça. Luis Gustavo. Le Barça est venu observer Arthur à la Fortaleza pour la finale retour. Il y avait le directeur sportif du Barça présent dans la tribune. Donc Luis Gustavo, c'est sûr et certain que s'il continue à faire ces performances-là avec Marseille, il sera supervisé. Après, il y a du monde et voilà quoi. Mais Tite étant quelqu'un d'assez rationnel, ça m'étonnerait que sa chance ne lui soit pas donnée s'il considère qu'il puisse être utile au collectif. Mais c'est pas aussi évident que Louan, en tout cas. Ok, non, très bien, c'était clair les gars, merci. Comme je suis pas au Brésil, vous y êtes, savoir ce qu'ils disaient un peu là-bas, si ça regardait. Mais bien, écoute, un dernier mot à dire, Marcelin, sur Brasil. Alors le groupe est abordable, par contre je pense que le 8e pourrait être compliqué. Du coup ça fait la petite transition pour le groupe F. Le groupe F est pas mal aussi, donc dès les 8e de finale, je pense qu'il y aura déjà un gros match. Très bien. Et donc on rappelle ce groupe E composé du Brésil, de la Suisse, du Costa Rica et de la Serbie, où la route semble un peu près tracée vers les 8e pour le Brésil, et où le Costa Rica, autre équipe du Giron Lucarno Posé, qui
couverte par Grégory Chaboch, aura fort à faire pour s'en dépatouiller parce que voilà, tout n'est pas évident pour le Costa Rica. C'est un peu une équipe presque schizophrène ces derniers temps qui est capable d'alterner le bon et le moins Totalement, bon. Le groupe F, messieurs, celui de l'Allemagne.